Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le sujet des budgets CSE. Donc je me présente, je m'appelle Alban, je suis un des cofondateurs de Lito. En quelques mots, Lito, c'est une solution pour vous accompagner, vous et l'UCSE, dans votre mission, votre rôle, à la fois dans la définition du budget, dans la gestion de vos flux financiers, la gestion de vos avantages et la communication aux salariés. Et un peu dans notre mission, on a commencé depuis maintenant quelques mois à créer des contenus et des webinars. Aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir faire un webinar sur les budgets de CSE, parce que c'est des questions qui nous reviennent souvent sur comment définir son budget, quels sont les deux budgets existants. Donc, on est ravis d'avoir aujourd'hui Charlotte et Chantal pour présenter ce sujet et vous le présenter à tous. Avant de commencer, je vais juste rappeler comment fonctionne l'outil Livestorm. Donc, en haut à droite, pour tous les participants, vous avez un module de chat sur lequel vous pouvez interagir. Il y a une partie questions sur laquelle vous pouvez nous poser vos questions et on y répondra soit en direct, soit à la toute fin du webinar. Et enfin, il y a une partie sondage. Donc, c'est des questions qu'on vous pose et il ne faut pas hésiter à y répondre. Ça nous permettra d'interagir avec vous sur ce sujet. Et pour information, disponible en replay à la fin. Donc, si jamais vous avez des élus de votre qui n'ont pas pu participer, qui aimeraient y participer, vous pourrez leur partager le lien et ils y auront accès. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main du coup à Chantal et Charlotte pour vous présenter et avant de débuter sur le sujet. Bonjour à tous. Alors, Chantal Samama, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et effectivement, j'interviens auprès de CSE depuis de très, très nombreuses années. Voilà, de toute taille, au-delà de 50 salariés évidemment, mais des plus petits au plus gros. On intervient pour le CSE de la RATP, par exemple, qui a 500 salariés en interne, donc un des plus gros CSE sur lesquels on intervient. Donc voilà, spécialisé dans le monde des CSE. Et je suis ravie de co-participer, co-animer cette présentation. Bonjour à tous, donc Charlotte O'Leary, je suis avocate en droit du travail. J'interviens également auprès des CSE et la particularité, c'est que j'interviens aussi parfois auprès des employeurs. Donc, ça me permet d'avoir la double vision notamment, on en parlera sur la question des accords et des négociations. Donc, la position du CSE, aussi bien du côté des élus que du côté de la direction. Et je suis ravie de répondre à vos questions et de faire ce webinaire avec vous. Parfait. Chantal, je vous laisse peut-être présenter les différentes parties de la présentation. Oui, tout à fait. Alors, le sommaire de la présentation, on vous rappelle la dualité des budgets. Vous avez d'un côté le budget de fonctionnement et d'un autre côté le budget des œuvres sociales. Ce sont deux droites parallèles qui ne se coupent pas. C'est très important de bien distinguer ces deux budgets qui ont chacun leur destination. Donc, les règles à respecter, un focus sur le budget des ASC, comment fonctionne le budget de fonctionnement et le dernier point sur les transferts de budget de l'un à l'autre. Vous allez voir que c'est quand même très encadré. Donc, le sommaire, voilà. Ensuite, donc la présentation de la dualité des budgets. Donc, vous avez effectivement ces deux droites parallèles. D'un côté, le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, il est égal à 0,20% de la masse salariale. Une masse salariale, alors juste en 2 minutes, qui a beaucoup évolué, c'est vrai, ces dernières années. On est passé d'une base qui était un compte comptable à une base maintenant qui est liée aux déclarations sociales. Si vous aviez des questions sur ce montant de l'enveloppe de la masse salariale qui est la base de calcul des 0,20%, je suis vraiment là pour y répondre. Donc voilà, au-delà de 50 salariés, votre employeur a l'obligation de vous verser 0,20% de la masse salariale pour votre budget de fonctionnement, pour permettre au CSE de fonctionner, d'exercer ses attributions économiques. Au-delà de 2000 salariés, le budget il passe à 0,22%. Un point d'attention, effectivement, si votre employeur veut vous mettre à disposition du matériel, des locaux, etc., refusez, parce que ça pourrait lui permettre de ne pas avoir à vous verser ces 0,20%. Donc, soyez vigilants. Peut-être deuxième point d'attention, l'assurance professionnelle du CSE est à la charge de votre employeur. Elle n'a pas à imputer ce budget de fonctionnement. Enfin, si vous avez d'autres questions,
On peut y répondre. Donc, d'une part, ce budget de fonctionnement pour permettre au CSE de réaliser ses attributions économiques. Et d'un autre côté, le budget des œuvres sociales, qui est de droit à destination des salariés, qui est fixé par un accord d'entreprise et dont le montant est réglementé. En fait, le taux est réglementé. Il ne peut pas évoluer dans l'année. Il ne peut pas baisser d'une année sur l'autre. Pardon. Voilà. Donc, et véritablement à destination des salariés. Voilà. On peut peut-être continuer. Oui. Pardon, Chantal, j'ai une petite question on a reçue de participants avant le webinar. Sur tous les nouveaux CSE pour le budget ASC, comment ça se passe du coup quelles sont les règles pour les nouveaux CSE dont c'est le premier mandat et qui n'ont pas eu de budget ASC par le passé? Alors, c'est calculé sur la base des missions sociales réalisées par l'employeur au cours des 3 dernières années. C'est une moyenne, en fait, qui définit ce ratio par rapport à la masse salariale. Voilà, pour ces nouveaux CSE. On va le revoir après, je crois, justement, dans la suite du webinaire. Ok, parfait. D'accord. Donc, vous êtes maître à bord. Le CSE n'a pas à rendre compte, rencontre à l'employeur, effectivement, chaque année de la gestion de son budget, mais il est seul maître à bord. C'est à lui de fixer sa politique, la politique qu'il entend mener pour les 2 budgets. Le trésorier a la responsabilité de la bonne utilisation et la légalité des opérations qu'il réalise. Donc, effectivement, il a un rôle extrêmement important, le trésorier. Nos mandants, ce sont en général les CSE, mais c'est vrai qu'on travaille en binôme avec les trésoriers. Oui, alors quand vous avez un CSE central et des CSE d'établissement, le CSE central récupère l'ensemble de l'enveloppe et le rétribue au CSE d'établissement en fonction au prorata de leur masse salariale. Il doit y avoir un budget qui doit être fixé pour le CSE. En principe, ce budget-là se négocie. S'il n'y a pas de négociation possible entre le CSE central et les CSE d'établissement, alors il faut faire intervenir un juge. Mais bon, mais vraiment le budget, quand il y a des CSE centraux, effectivement, le budget doit revenir au CSE d'établissement. Le fonctionnement des CSE se fait au niveau des établissements. Voilà. Et puis quand il y a suspension du CSE, s'il y a une difficulté dans des élections qui seraient remises en cause, ce qu'on voit en ce moment, c'est de la grande actualité des élections qui sont dont la légalité est contestée, ça n'empêche, ça permet pas à l'employeur de suspendre ses versements, évidemment. Le temps que ces contestations soient régularisées, l'employeur doit malgré tout verser ses contributions au CSE, donc les 0,20% de la masse salariale et le volet ASC en fonction de négociations et de traitements passés. Alors, je vais juste revenir, du coup, on a répondu sur les questions. Donc, le budget des œuvres sociales, donc comme on vous indiquait, contrairement au budget de fonctionnement, il n'y a pas de définition précise, donc ça revient du coup aux échanges dans les partenaires sociaux. Donc, c'est un budget qui va être négocié. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment, parce que le budget des ACS, c'est un budget qui va rendre l'entreprise attractive. En fait, il faut savoir qu'on se rend compte que la plupart des salariés, notamment, j'allais dire, la jeune génération, va voir au-delà du salaire la partie qui va être proposée au niveau des ASC par l'entreprise. Donc, il faut voir, vous, en tant qu'élu, vous avez un vrai pouvoir et la négociation va vous permettre d'essayer d'avoir le meilleur budget, si j'allais dire, par rapport aux ASC lorsque vous allez négocier la partie du budget. Donc, faut le voir comme un outil d'attractivité et il faut voir que le pourcentage, en général, si on fait des statistiques, on arrive à peu près à un pourcentage aux environs de 0,8%, je dirais, de la masse salariale. Il y a des CSE qui sont beaucoup plus attractifs et qui vont être sur du 2%, etc. D'autres, on va être un peu moins, mais c'est à vous également de prendre votre rôle, j'allais dire, et de rendre attractif cette partie-là du budget du CSE. Alors, on va anticiper du coup sur la deuxième partie du slide qui est donc du coup la question des tolérances. Vous allez voir qu'il y a un grand point qui est important, c'est la question des exonérations de charges salariales et de charges sociales. Donc, il faut savoir que pour un employeur, le salaire va coûter cher puisqu'il a des charges à payer dessus. Et l'URSSAF va vous aider. Alors, ça paraît pas toujours évident, mais pour le budget des ASC, l'URSSAF va vous proposer un grand nombre de prestations qui vont être exonérées de cotisations sociales. Alors, je crois que c'est sur la slide qui est juste après, si vous voulez, pour que les gens suivent en même temps.
Donc, cette exonération, elle va être proposée soit de façon légale, donc par exemple pour les aides qui sont proposées aux salariés pour financer des services à la personne, c'est quelque chose qui est prévu de façon légale. On reviendra dessus après dans le webinaire. Ou par exemple, l'exonération qui est attachée au chèque vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés. Attention qu'il n'y ait pas de confusion pour les plus de 50 salariés. Pour le reste des prestations qui vont être exonérées de cotisations sociales, ça va être la jurisprudence, en fait, qui est venue, du coup, confirmer que ce type de prestation n'allait pas être soumise à cotisation. C'est un point qui est important parce que c'est un point, comme je vous disais, qui va faire plaisir aux deux parties, et aux salariés et à l'employeur. Et c'est là-dessus, justement, que l'employeur va, du coup, accepter d'aller sur ces différentes prestations parce que ça va lui coûter moins cher que le salaire à proprement parler du salarié. Alors, au niveau de ces prestations, vous allez avoir des prestations qui peuvent être, j'allais dire, ce qu'on a appelé les activités de détente, etc., les activités de loisirs et de voyage. Alors après, ça peut aller de l'abonnement Netflix en passant par la salle de sport, en passant par le quotidien et en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la qualité de vie au travail. Je trouve que c'est à travers ces prestations que vous allez pouvoir proposer à vos différents salariés. L'idée, c'est d'augmenter la qualité de vie au travail de votre salarié pour qu'il ait des à côté qui soient intéressants pour lui. Donc, au niveau de chacune des pratiques, en général, du coup, vous avez la jurisprudence qui s'est formalisée, comme je vous disais, pour confirmer qu'on n'avait pas d'exonération, on avait une exonération et donc pas cotisation de charges sociales. On vous a mis les différents cartes cadeaux. Le secours, on va revenir derrière, donc je vais pas développer plus. Et je voulais juste faire un point particulier parce que, comme je vous disais, on a mis ces différentes prestations. Il faut juste faire attention concernant la question des moins de 50 salariés. Ce serait peut-être assez intéressant, j'allais vous dire, pour après, parce que justement, on va en parler sur la question des budgets de fonctionnement. Si dans les sondages et les questions, vous pouvez éventuellement dire si vous avez bien un CSE de plus de 50 salariés ou voire de plus de 300 salariés pour qu'on puisse éventuellement orienter nos conseils. Attention sur la question des chèques vacances, si bien sûr vous avez une société de plus de 50 salariés, vous n'êtes pas sur une exonération des charges. Voilà ce que je voulais dire sur la partie exonérée. Voyez-le vraiment comme un côté positif pour vous et une possibilité d'aller convaincre l'employeur sur ces différentes prestations. Charlotte, il y avait une question de Raphaël sur le budget essai. Il demandait si c'était légal, possible d'avoir un budget essai à 0 € lors d'une première année de CSE. Non, parce que quand c'est la première année de CSE, en fait, on va se baser sur ce qui a été fait dans les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'on va regarder ce qui a été versé au titre des activités sociales par l'entreprise. Mais du coup, vous devez… Alors, si c'est une entreprise de moins de 50 salariés, j'ai pas d'interdiction. Si, admettons, l'employeur n'a rien fait dans les années précédentes et vous avez moins de 50 salariés, techniquement, j'ai pas d'interdiction de ne pas avoir de budget ACS pour un moins de 50 salariés. En revanche, pour les plus de 50 salariés, vous allez forcément avoir les dépenses qui ont été faites précédemment. En fait, quand c'est une création, il faut regarder ce qui a été versé précédemment pour faire la moyenne. Parfait. On passe sur le détail du coup des prestations exonérées. Oui, alors c'est ce que je vous disais du coup sur juste la question du chèque vacances. Il y a cette particularité, plus ou moins de 50 salariés. Si vous êtes donc du coup, ce que je vous disais, à plus de 50, vous n'êtes pas exonéré à moins de vous l'êtes. Après, le chèque vacances, ça reste une participation qui est très importante pour les salariés. Donc, c'est vrai qu'il est mis en place au sein des CSE régulièrement. Je vais laisser la parole à Chantal sur les aides particulières. Oui, c'est vrai que donc, dans le complément de tout ce qui concerne les aides au titre des ASC, effectivement, il y a tout ce qui concerne le service à la personne, les gardes d'enfants. Tout ça, vous pouvez effectivement aider, enfin contribuer. Alors, il faut que ce soit effectivement non discriminant. Il faut que le traitement soit équitable pour l'ensemble des salariés bénéficiaires de ces aides, mais vous pouvez effectivement les aider à subventionner en fait une partie de ces services à la personne et garde d'enfants, tout à fait. Ensuite, on peut continuer. Le secours, alors c'est une question qui nous est posée très régulièrement. Le secours, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pleine période de Covid. Il y a eu
période de chômage partiel, les salariés, certains salariés peuvent être en difficulté. Donc, quel est effectivement le rôle du CSE? Vous n'êtes pas des établissements bancaires, vous n'avez pas le droit en principe, de consentir des prêts, sauf réellement si vous savez qu'une situation est extrêmement difficile, qu'un salarié est réellement en difficulté. Ce qu'on vous recommande, alors, pour prévenir un risque URSSAF, parce que c'est ça dont on parle, c'est vraiment d'obtenir un document écrit. D'abord, toujours pareil, il faut que ce soit équitable, c'est-à-dire que si effectivement vous faites valoir ce devoir de secours parce qu'un de vos salariés, un des salariés de l'entreprise vient vous voir et vous dit qu'il est dans une situation de trésorerie exsangue, qu'il est réellement en difficulté, qu'il a un enfant en situation de handicap, enfin des situations extrêmement difficiles, et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut en rencontrer. Donc il faut que le traitement soit équitable, pareil, entre l'ensemble des salariés. On vous recommande de écrire une petite note par le salarié bénéficiaire de cette action de secours qui peut être soit un prêt, alors sans intérêt, soit effectivement même un don qui peut être financier ou matériel. Donc, un petit document écrit où le salarié bénéficiaire de ce prêt ou de ce don expliquera les conditions dans lesquelles il se trouve et vraiment sa nécessité absolue d'obtenir ce secours de la part de son CSE. On peut continuer peut-être. Alors, les bons cadeaux et les bons d'achat, c'est 5% du plafond de la sécurité sociale, 171 € en 2020, en principe. Là, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, ça peut être plus, mais ça doit être rattaché à des événements qui sont bien listés par la jurisprudence. C'est un Pacs, un mariage, Noël, enfin, etc. Il y a quelques événements qui sont effectivement listés par l'URSSAF. Alors, ça doit être en lien, bien entendu, avec cet événement. Le bénéficiaire doit être concerné par l'événement. On peut dire, par exemple, si deux salariés se marient, effectivement, ils ont le droit chacun, si on décide de donner un bon cadeau, un bon d'achat aux salariés pour qui se marient, chacun aura droit à son bon cadeau. Et puis, voilà. Et puis, l'utilisation du bon doit être en lien avec l'événement pour lequel il est attribué. Et en tout cas, chacun au maximum ne peut dépasser ce seuil unitaire de 171 € donc par événement. Parfait. Merci Chantal. Avant de passer sur le budget de fonctionnement, il y avait une question sur comment on peut optimiser son budget essai en cette période un peu particulière Covid. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans cette période un peu d'incertitude pour bien piloter son budget jusqu'à la fin de l'année? Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Les indemnités de chômage partiel n'ouvrent pas droit au budget ASC et fonctionnement. Donc, c'est vrai que les élus vont se retrouver avec des budgets qui seront nécessairement minorés. Les salariés ont perdu en pouvoir d'achat. Donc, nous, on leur dit qu'ils ont effectivement une vraie responsabilité vis-à-vis des salariés qui leur ont fait confiance, qui les ont élus. Je pense que vous pouvez être un très bon outil pour optimiser ce budget. Effectivement, voilà, leur permettre de faire face à des dépenses qui sont des dépenses courantes, plutôt que d'avoir ces bons cadeaux qui sont un peu statiques, et je pense qu'effectivement leur permettre de prendre en charge directement l'ensemble des dépenses, le fameux abonnement Netflix, etc. C'est vrai que c'est un bon moyen d'optimiser l'utilisation de ces budgets. Parfait, merci Chantal. Et parce qu'effectivement, à travers Lito, vous pouvez gérer tout ce qui est subvention pour vos salariés. Et autre question, Chantal, sur vraiment la gestion au quotidien du budget ASC. Qu'est-ce que vous voyez chez vos clients comme moyen de suivre la consommation du budget, estimer en début d'année les taux de consommation? Quelles sont un peu les bonnes pratiques que vous voyez sur ce sujet-là pour bien piloter son budget en début d'année, surtout quand c'est son premier mandat et qu'on n'a pas forcément d'historique pour estimer ces différents ratios? Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est que les CSE sont tous extrêmement différents, ont tous des préoccupations extrêmement différentes. Pourtant, j'ai quand même très nombreuses années d'expérience et j'arrive pas à dresser un schéma. C'est vrai qu'on s'assoit à côté d'eux et on construit avec eux leur budget en fonction de nous. Ce qu'on leur recommande, c'est effectivement d'interroger les salariés, d'être en contact permanent avec eux pour être sûr de répondre à leurs attentes. Vous avez des environnements comme la grande distribution, où effectivement, encore une fois, il y a des gros problèmes de pouvoir d'achat. Donc, voilà, de construire un budget et puis ensuite d'en assurer le suivi, d'analyser les écarts réels budget. Mais je suis désolée de ne pas pouvoir vous dresser une tendance comme ça très globale, mais
On sent c'est vraiment au cas par cas et la oui, population aussi dans les différentes entreprises. Et... Voilà, tout à fait. Ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise, ça dépend des interlocuteurs. Effectivement, on a des interlocuteurs, des élus de CE qui sont plutôt âgés et qui ont une gestion plus traditionnelle. Il y en a même qui organisent encore les voyages. Ça, enfin bon, alors pas maintenant, c'est vrai, mais et puis il y en a d'autres qui sont vraiment attachés à utiliser au mieux pour pouvoir permettre de finalement supporter une quote-part des coûts des charges courantes de leurs salariés pour pouvoir les aider dans cette période. Parfait. On peut passer sur le budget de fonctionnement. Je vois juste, sur le budget de fonctionnement, je vois qu'il y avait une question et on s'était posé la question avec Chantal sur les deux budgets. Est-ce qu'on est obligé d'avoir deux comptes bancaires? Et c'est un point qui est souvent soulevé. Légalement, on conseille bien évidemment d'avoir deux comptabilités et qu'il y ait une étanchéité entre les deux budgets. Après, quand j'ai discuté avec Chantal, elle me disait qu'elle voyait qu'il y avait des CSE qui n'avaient pas forcément cette étanchéité. Maintenant, nous, le conseil, j'allais dire juridique, c'est de le distinguer et de faire attention pour éviter toute difficulté. Après, en pratique, je crois, Chantal, vous allez me dire que le légal et la théorie, en pratique, parfois, il y a des confusions. Non, alors, majoritairement, à 95% ou plus, Ouais, peut-être, les CSE, voilà, ce qu'on se disait, c'est que les CSE ont, en général, effectivement, deux comptes bancaires pour bien distinguer leurs deux budgets. Ce qui n'est pas interdit, hein, c'est vous pouvez vous prêter, en fait, d'un budget, vous pouvez dire finalement, le budget de fonctionnement, un peu d'excédent de trésorerie. J'ai besoin, voilà, cette année, alors, c'est vrai que c'est pas, ça doit pas être l'indication, mais ça peut arriver. Hein. On est dans une situation d'extrême de difficulté. Il faut, on sait qu'il va y avoir des plans de sauvegarde qui vont être déclenchés et qui s'organisent pour la rentrée. Donc effectivement, il peut arriver. Alors donc, en général, il y a effectivement deux comptes bancaires. Il y a des petits CSE qui disent mais ça coûte des frais bancaires. Alors je vois que vous pouvez vous aider les CSE à ouvrir un compte bancaire facilement, mais un petit CSE qui dit moi j'ai peu de mouvements, j'ai pas envie de supporter des frais bancaires, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd. Il n'y a pas d'obligation légale comptablement en fait. Il n'y a pas d'obligation d'avoir deux comptes bancaires pour un CSE. Un CSE peut tout à fait avoir son seul compte bancaire. Et effectivement, ce qui est essentiel, c'est d'avoir les deux comptabilités. La comptabilité sur le budget de fonctionnement, avec les réserves au titre du fonctionnement, le résultat au titre du fonctionnement, à nos deux droites parallèles, et la comptabilité au titre des œuvres sociales, avec les réserves, le résultat au titre des œuvres sociales. Voilà. Donc voilà, donc pas d'obligation, mais c'est vrai qu'un réel encouragement. On peut aussi comprendre que voilà, bon, il y a un problème administratif, il y a un problème de frais bancaires, etc. Et voilà, une possibilité malgré tout de prêter. Alors le transfert, c'est autre chose, on va en parler à la fin, mais il peut y avoir des prêts d'un budget à l'autre, des avances d'un budget à l'autre. Ce qui est essentiel, c'est que ces avances-là, elles soient retranscrites en comptabilité. Et de toute façon, des avances, elles seront destinées à être remboursées. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se dit cette année, pour préserver le pouvoir d'achat, on a besoin d'un peu plus de trésorerie sur le budget des ASC, on peut se dire finalement, si on a des réserves sur le budget de fonctionnement, il peut y avoir ponctuellement une sorte d'avance entre les deux budgets pour combler, voilà, pour équilibrer, pour combler des dépenses, pour assurer le maintien des avantages fixés par le passé aux salariés, alors que donc il y a effectivement du fait du chômage partiel à moins une réduction des budgets. Voilà. Donc alors c'est vrai que nous notre rôle c'est aussi d'essayer d'aider les élus à les optimiser. Alors donc et surtout quand il y a aussi un problème d'actualité. Je veux dire surtout quand on sait que l'actualité aujourd'hui elle est complexe. Hein, voilà. Donc sur le budget de fonctionnement, là aussi le CSE est complètement autonome. Le budget de fonctionnement, c'est pour permettre au CSE d'exercer ses missions économiques. On en a parlé tout au début. C'est effectivement ses fournitures de bureaux, frais de communication, les salariés quand il y a notre fameux CSEC RATP, il y a 500 salariés que le CSE rémunère. Des prestations de services, des frais de déplacement des membres du CSE, des repas lorsqu'il y a effectivement des réunions de préparation, etc. Le CSE peut aller déjeuner, se faire rembourser sur son budget de fonctionnement. C'est ce déjeuner de travail. En fait, c'est vraiment le CSE n'est pas rémunéré pour ses fonctions. Il a ce budget de fonctionnement pour lui permettre de réaliser correctement son mandat. Donc, l'idée c'est pas de l'épargner, hein, c'est bien de l'utiliser. Au contraire, un CSE qui consomme son budget de fonctionnement, c'est un CSE qui bosse et forcément
forcément, comme ça fait partie de ces attributions économiques, c'est nécessairement pour défendre les salariés et l'entreprise également. Alors, dans les dépenses liées aux études d'expertise, et les dernières ordonnances Macron qui a un peu modifié la donne, c'est vrai qu'il y a certaines expertises aujourd'hui qui sont à la charge du budget du fonctionnement. Sur le volet stratégie, par exemple, il y a 20% qui est pris en charge sur le budget de fonctionnement. Lorsqu'il y a une procédure d'alerte, si le CSE est inquiet sur les perspectives de son entreprise, il peut décider de déclencher un droit d'alerte, de désigner un expert comptable. Et là aussi, il y aura 20% qui sera pris en charge sur ce budget de fonctionnement. Donc, c'est toutes les dépenses au titre des expertises qui sont prises en charge par ce budget de fonctionnement. S'il y a un expert technique, s'il y a le recours à un avocat, à un conseil, de la documentation technique. Enfin, c'est vraiment, c'est dans le rôle voilà, professionnel. Maintenant, on parle d'AEP, des activités économiques et professionnelles du CSE. Donc, le CSE se professionnalise et utilise ce budget de fonctionnement pour voilà, ce rôle économique. Il y a une part aussi du budget de fonctionnement pour la partie formation. Exactement. Alors, du coup, dans les différentes questions, je vois ça, justement, on nous dit comment utiliser le budget de fonctionnement. Je pense que la formation, c'est un point qui est très important. Surtout si vous êtes sur un premier mandat. Il faut savoir que le CSE, c'est quand même le mélange du délégué du personnel, du CE, de la CHSCT. Et c'est pas forcément évident pour un élu de connaître les trois fonctions, entre guillemets, anciennes qui sont aujourd'hui sur le CSE. Donc, moi, je conseille d'utiliser vraiment le budget de fonctionnement. Vous avez donc les formations classiques que vous avez lorsque vous êtes élu. Vous prenez part à une formation qui fait en général 1 à 2 jours, où vous êtes sur des formations générales sur le rôle, comment appréhender votre rôle d'élu, comprendre le fonctionnement du CSE, qui sont des fonctionnements que vous ne connaissez pas et des formations assez générales. Après, la particularité, c'est que sur les CSE de plus de 50 salariés, vous allez avoir des formations économiques et des formations santé et sécurité. J'insiste particulièrement sur la formation économique en cette période, puisque il n'y a pas de secret. On est, nous, avocats, déjà consultés pour la mise en place de plans de sauvegarde de l'emploi à partir de la rentrée. On est consultés même sur des petites sociétés pour faire partir des points, j'allais dire, des licenciements éco. Donc, je pense qu'il faut utiliser votre droit d'alerte, qui est quelque chose de technique, qui n'est pas forcément quelque chose qui va à l'encontre de la direction, mais qui vous permet d'alerter si vous estimez ne pas avoir, par exemple, l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour comprendre la situation économique. Et toutes ces questions-là, c'est quand même assez, j'allais dire, soit comptable, soit technique, soit juridique. Donc, une formation économique est importante sur les CSE pour avoir la maîtrise, j'allais dire, de ce point-là et d'être utile pour les salariés. Sur la partie santé et sécurité au travail, c'est le travers de mon métier. On voit toujours les accidents, mais on peut aussi avoir la partie risques psychosociaux et autres. C'est important de maîtriser ces points-là. Donc, de la même façon, je conseille aussi, c'est même pas je conseille, c'est une obligation légale de toute façon, la formation commission santé et sécurité, de ne pas négliger ces 2 formations pour les différents élus. Donc, obligation légale, comme je vous disais, économique et santé et sécurité sur plus de 50 salariés. Et lorsque vous avez plus de 300 salariés, vous êtes du coup, comme il y a une commission particulière, sur une formation en plus. Et Chantal, Charlotte, il me semble qu'il y a une formation pour les nouveaux élus qui est prise en charge par l'employeur directement et qui n'est pas ponctionnée du budget de fonctionnement. Je dis une bêtise? Oui. Non, pas du tout, il n'y a pas une bêtise. Tout à fait, la première formation est prise en charge, tout à fait. Exactement. Donc, elle est pas prise dans le budget de fonctionnement Non, ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est sur la partie formation. Sur le transfert, je pense que du coup, on l'a évoqué. Donc, vous savez qu'on a la possibilité de transférer. Donc, on a un plafond de 10%, bien évidemment, de l'excédent, donc d'un budget vers l'autre. Il faut savoir, alors le seul point auquel j'attire votre attention, c'est le côté définitif du transfert. Ça veut dire que une fois que vous avez fait ce transfert, il faut mieux anticiper avant les dépenses à venir sur l'année, puisque vous ne pourrez pas revenir sur ce transfert. Donc, c'est une possibilité qui vous est ouverte. Sur la théorie, encore une fois, ça permet de mieux jongler, mais il faut faire attention sur les décisions qui sont faites quand vous avez fait une prévisionnelle de votre budget. Est-ce que peut-être… Excusez-moi. Il y a quelques questions sur le fait de pouvoir utiliser le budget de fonctionnement pour Oui. ce qui peut s'apparenter à des œuvres un peu sociales, type des cours de massage ou yoga dans l'entreprise.
Ça, on est uniquement sur le budget ASC Oui, et non pas dans le budget EP. Après, une partie du budget EP, enfin en tout cas du reliquat peut être transférée et dans un second temps, pour l'exercice suivant, du coup, être utilisé pour ce type de prestation avec le budget ASC. oui. Après, comme je disais, en ce moment, je conseille pas forcément de faire ce genre de prestation. Je pense que les salariés vont avoir des attentes plus sur j'allais dire comme on se disait, le quotidien. J'irais plus sur le côté aide à la personne, aide au service de garde, sur la réalité du quotidien des salariés, que forcément sur. Après, c'est un conseil, j'allais dire juridique, mais d'être dans du concret. Comment je peux aider mon salarié qui a souffert pendant 3 mois, pas forcément sur autant de budget détente, j'allais dire. Parfait. Une autre question qui avait été posée en amont du webinar et qui est un peu en lien avec l'actualité, comme tu le disais, Charlotte. Est-ce que du coup les CSE doivent un peu anticiper pour l'année prochaine potentiellement des baisses de budget, du fait qu'il y ait malheureusement ces plans de sauvegarde dans les entreprises? Du coup, quelles sont un peu vos préconisations là-dessus? Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, cette année, financer un peu des activités sociales culturelles pour les salariés et contribuer à leur pouvoir d'achat, avoir une logique plutôt conservatrice et attendre de voir venir? Alors, je dirais, si j'étais hyper sécurité, je dirais de faire attention parce qu'après, par exemple, il faut disposer d'un budget expertise. Si jamais les choses vont mal et si à la rentrée, il y a des difficultés, ça vous permet aussi de ne pas négliger le budget expert pour être accompagné en tant que CSE par justement un expert comptable. Vous pouvez justement avoir des personnes techniques qui vont vraiment vous être utiles. Donc, j'aurais tendance à dire, vu la situation, n'allons pas trop sur le budget ASC et pensons à la réalité économique qui peut se passer. Après, le côté austère va faire que c'est pas forcément bon pour les salariés. Faut jauger, j'allais dire, comment se sentent vos salariés. Je sais pas du coup si Chantal vous partagez, mais c'est vrai que je dirais, il faut penser à l'expert comptable aussi qui va venir vous aider en cas de difficulté. Non mais c'est vrai, que c'est un expert qui est important dans ce cas-là. La rentrée, on n'est pas tellement sur le plaisir en ce moment, c'est pas bien ce que je dis, mais c'est vrai qu'il faut penser à la rentrée, quoi. Oui, alors je ne sais pas trop comment. Je pense que l'expert comptable, enfin, donc c'est vraiment notre job. On a sur les, alors c'est pas directement dans le thème, mais les missions traditionnelles de l'expert comptable auprès du CSE sont malgré tout prises en charge par les entreprises. Hein, l'assistance à la situation économique pour analyser les comptes d'une entreprise, voilà, la consultation, l'aide à la consultation sur la politique sociale. Lorsqu'il y a un PSE, effectivement, les honoraires sont pris en charge à 100% par l'entreprise. C'est vraiment donc un bout de 20% sur le volet stratégie, que ce serait bien effectivement de faire une présentation juste sur les travaux les 3 consultations annuelles obligatoires et l'intervention d'experts comptables, mais donc voilà. Et puis dans le cadre effectivement d'un droit d'alerte. Donc nous, enfin, oui, alors préserver, c'est-à-dire on a tout entendu, et y compris des CSE qui auraient bien aimé récupérer tout leur budget de fonctionnement pour pouvoir le transférer dans le budget des œuvres sociales et de finalement être très généreux vis-à-vis des salariés. Donc, vous voyez, ça, ce qui est formellement interdit. Donc, je pense que réellement, les salariés, en fait, la contribution, elle leur est due. Donc, déjà, leur faire bénéficier de toute la contribution qu'il leur est due l'année même et ne pas garder de réserve, je trouve que c'est extrêmement important. Les salariés, c'est la masse, une quote-part de la masse salariale des salariés présents dans l'entreprise qui ont droit. Voilà. Après, effectivement, voilà. Permettre ça, voilà. En fait, c'est vraiment encourager les CSE, en fait, tous les CSE, d'aller voir les salariés et de leur proposer, voilà, et de leur dire, est-ce que vous avez la liste de ce qui est proposé par l'URSSAF et vous avez ce que le mode, enfin voilà, comment s'organise l'ITU, de dire qu'est-ce qui répondrait le mieux aux attentes des salariés, et véritablement, ça dépend vraiment de la population de l'entreprise. Et ensuite, oui, de se dire sur le budget de fonctionnement, eh ben, il peut être utile, notamment à la rentrée, parce qu'effectivement, vous allez avoir besoin d'avocats. Hein, vous allez avoir pour vous conseiller, pour vous assister. Ça, les avocats, alors, ne sont pas pris en charge par l'entreprise, où vous allez effectivement avoir ce droit d'alerte, hein, le droit d'alerte qui peut être, qui est en ce moment engagé, vous savez, par les commissaires aux comptes qui représentent l'intérêt des actionnaires, que le CSE peut aussi engager de la même façon en disant je suis inquiet, je n'ai pas de visibilité sur mon entreprise, je ne sais pas quelles sont ses perspectives dans son environnement concurrentiel.
et j'ai besoin de me faire assister. Et donc, effectivement, avoir cette quote-part à prendre en charge au titre du budget de fonctionnement. Donc réellement, c'est au cas par cas et c'est vraiment, enfin, voilà, ça doit faire l'objet de sondages auprès des salariés pour répondre à leurs attentes. Et puis Chantal, il y avait une petite… Pardon. Vas-y, Charlotte. Non, je disais, on peut être aussi positif si, grâce à, j'allais dire, si votre activité va très bien, parce qu'il y a aussi des sociétés qui vont bien avec ce qui s'est passé, n'hésitez pas du coup aussi à aller, ça reste un avantage pour le salarié et les AST. Donc voilà, soyons pas pessimistes non plus sur tout, parce que sinon c'est vrai que ça va être déprimant pour les élus. Si vous avez une économie qui va bien et vous n'êtes pas dans cette position, vous pouvez aussi rassurer vos salariés sur ce point-là. C'est vrai. Chantal, petite question de Raphaël sur la partie expertise comptable. L'accompagnement que vous apportez au CSE, elle est uniquement sur les budgets et du coup la comptabilité du CSE, ou vous pouvez aussi les aider sur la compréhension des chiffres de l'entreprise? Alors notre rôle essentiel, c'est vraiment l'accompagnement. Voilà, c'est ce que vous venez de dire, c'est l'assistance. Alors donc il y a 3 consultations annuelles obligatoires. Hein. Les CSE doivent remettre leur avis motivé sur 3 grands moments de l'année civile dans l'entreprise. Ils doivent remettre leur avis motivé sur la situation économique de leur entreprise, hein, quelles sont les performances économiques. C'est vrai, Charlotte, il y a des entreprises qui se portent aussi très bien et qui profitent de cette crise. C'est vrai que, en fait, le CSE, nous, ce qu'on dit, c'est que le CSE est là pour aider les salariés les plus fragiles ou aider quand il y a une situation de difficulté, mais effectivement, il y a des entreprises qui sortent leur épingle du jeu, qui vont très bien. Et là, dans ce cadre-là, ce serait effectivement veiller au respect de la règle du partage entre effectivement le capital et le travail, voilà, du juste partage de la valeur ajoutée qui est quand même apportée par les salariés. Ensuite, il y a l'assistance, la bonne compréhension de la politique sociale de l'entreprise, hein, les rémunérations, la formation, les revalorisations salariales, comment tout ça s'organise, hein, qui sont les salariés les mieux rémunérés, comment évoluent les rémunérations des salariés les moins bien lotis, etc. Et puis le 3e volet, c'est sur la stratégie. Comment l'entreprise se projette à 3 ans, comment elle se projette seule, voilà, comment elle va faire en sorte de conserver l'emploi, de maintenir l'employabilité de ses salariés, etc. Et comment elle se projette dans son environnement concurrentiel exactement. Donc il y a 3 grands moments. Au cours de ces 3 grands moments, le CSE a le droit d'avoir recours à un expert comptable. Les 2 premiers, situation économique, politique, sociale, c'est pris en charge à 100% par l'entreprise. Donc il peut y avoir des contestations éventuellement d'honoraires, mais ça n'impacte pas le CSE. On est désigné et ensuite, effectivement, on présente notre lettre de mission, on se met d'accord avec le CSE, on l'envoie à la direction, mais c'est complètement transparent pour le CSE, ça n'empiète pas en tout cas sur ses budgets, et juste effectivement sur le volet stratégie où 20% est pris en charge dans le cadre du budget de fonctionnement. Donc voilà, bon. Donc, on essaye de faire en sorte d'utiliser au minimum, effectivement, le budget de fonctionnement pour qu'il soit conservé par le CSE pour ses attributions. Donc, voilà, effectivement. Et c'est vraiment pour nous, c'est ce qui nous anime, en fait, au cabinet. C'est qu'on a vraiment cette volonté de permettre au CSE de vraiment jouer son rôle. Alors, c'est pas, le CSE a un rôle évidemment dans le cadre de la bonne gestion de ses activités sociales, etc. C'est pas du tout ce qu'on dit, mais notre rôle c'est vraiment d'aider voilà à maintenir l'emploi en France, à voilà, les assister quand il y a des PSE. Et bon, alors je suis désolée, je veux pas être négative du tout, mais c'est vraiment des batailles qu'on mène et c'est beaucoup d'énergie. Donc c'est d'aider les CSE à négocier au mieux les salariés qui sont potentiellement impactés par ces projets de réduction ces plans de réduction d'emploi, pour que les salariés partent dignement dans un contexte qui est quand même pas un contexte facile où ils savent que demain ils ne retrouveront pas un emploi facilement. Donc essayer de favoriser le départ volontaire, etc., etc. Mais donc voilà, donc effectivement, notre rôle, c'est vraiment d'aider les élus de réaliser leur mandat, à la fois quand tout se passe bien, dans le cadre de ces consultations annuelles obligatoires où ils doivent rendre leur avis motivé. C'est vraiment, ils sont pas experts comptables, c'est important qu'ils comprennent bien ce qui se passe dans l'entreprise, comment leur entreprise est gérée, où vont les résultats, quels sont les investissements qui sont réalisés, etc., etc. Et puis voilà, puis ça leur permet aussi de gagner en compétences. Vous savez, on a des CSE qui, au fil des années, finalement, comprennent ce que c'est qu'une intégration fiscale, des comptes consolidés, enfin, des principes de prix de transfert. C'est vrai que c'est un très joli métier. Donc voilà, donc on essaye, on les accompagne. C'est vrai que
notre motivation essentielle, voilà. Et c'est vrai qu'on essaye d'empiéter le moins possible sur ce budget de fonctionnement qui doit être utilisé par les avocats, qui doit être utilisé effectivement dans le cadre de la formation, etc. Parfait. On va répondre aux dernières questions. Donc, pour les participants, n'hésitez pas à répondre au message en haut à droite. On rebondira dessus à la toute fin. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Donc là, on a encore deux questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Donc, Raphaël qui demandait si on pouvait faire le transfert des deux budgets à n'importe quel moment de l'année, ou est-ce qu'il y avait un moment précis dans l'année où on pouvait faire ce transfert-là? Je vous laisse répondre. Mais en fait, du coup, non, il peut le faire. Il n'y a pas de moment précis, quoi. C'est une fois par. Il doit le faire une seule fois, mais je connais pas de moment précis pour le faire. Il n'y a pas de date en particulier. Le transfert, en fait, c'est que c'est un bilan annuel, donc souvent on le fait sur la fin de l'année, mais après, il n'y a pas de date précise. Oui, c'est exactement ça en fait. Il y a effectivement pas de date. J'ai pas de date à vous donner. Voilà, tout à fait. En principe, il faut que les comptes aient été arrêtés ou qu'un atterrissage a été fait, qu'on sache à peu près quels seront les excédents dans les deux budgets pour pouvoir effectivement calculer ce fameux seuil de 10%. Parfait. Dernière question qu'on a, c'est sur la partie formation. Est-ce que vous avez des organismes à conseiller? Nous, c'est vrai que chez Lito, on est en train de recenser un peu différents organismes, mais peut-être que Charlotte, vous avez des recommandations à faire à tous les participants du webinaire. Mais nous, on avait échangé avec ces 3 CSE, c'est qui travaillent avec vous, qui étaient, je trouve, bien comme formation. Après, moi, j'ai pas de. Il y avait cet organisme qui était bon. Après, Oui. je ne sais pas si vous en connaissez en particulier. Oui, c'est 3E en fait, mais qui est. Ouais. Oui, tout à fait. Après, oui, voilà, qui est spécialiste HSCT et avec qui on travaille réellement en collaboration, d'ailleurs dans le cadre des PSE, parce qu'il y a un volet dans ce DPSE, il y a un volet sur les conditions de travail du fait de la suppression de certains postes. Mais nous, on anime aussi des formations. Moi, j'anime aussi des formations. On dispense aussi des formations. Donc, voilà, ça dépend en fait des thèmes qui sont abordés. Si c'est effectivement la formation économique, nous, on anime, au contraire, ça permet à l'ensemble des élus de commencer à comprendre les enjeux, commencer à comprendre voilà, comment se présentent les comptes, comment s'articule bilan, compte de résultats annexes, etc. Et du coup, j'en viens au sondage auquel les participants ont répondu en cours de route. Donc, une question était posée sur la satisfaction des montants de budget attribués au CSE, AEP et ASC. Donc globalement, à part, il y a 25% des participants qui sont très satisfaits, et pour les autres qui ont qui pensent que c'est insatisfait, enfin ils sont insatisfaits. Donc là, je rappelle juste ce que disait Charlotte. La négociation, elle est vraiment importante pour vous parce que ça va vous donner les moyens de vos actions durant votre mandat. Donc lorsque c'est votre premier mandat, il faut vraiment pas hésiter à prendre comme référence les montants des budgets ASC qui ont été alloués par l'entreprise précédemment. En fait, c'est les et dépenses. Ensuite, en fait, oui, c'est les dépenses qui ont été engagées pour les salariés au titre des 3 années précédentes. Et donc, qu'est-ce que ça peut couvrir, Chantal, pour donner des exemples concrets? Il y a la fête de fin d'année, par exemple, fête de Noël, fête de fin d'année, un voyage qui aurait été organisé par une entreprise. Il y a des entreprises qui distribuent elles-mêmes des chèques cadeaux, etc., etc. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'il y a des vrais arguments de négociation. C'est vrai ce que disait Charlotte. C'est effectivement, quand c'est un premier mandat, c'est vrai que ça coûte très peu cher, en fait, pour une entreprise parce que ce sont des charges, donc c'est une économie d'impôt, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas de taxe sur les salaires assis sur ces montants-là. Donc c'est vrai il faut encourager les employeurs à et surtout que c'est un point j'allais dire, où pour une fois l'employeur et la direction sont l'employeur et la direction et les salariés et les élus vont être d'accord, c'est-à-dire que ça va permettre de fidéliser les salariés. Donc faut vraiment essayer d'avoir un budget qui soit vraiment, j'allais dire, satisfaisant. Tant mieux si on a quand même 25% qui le sont. C'est des points. Et puis la négociation, c'est libre aussi. Il n'y a pas de budget. Donc c'est pareil. Si le budget peut monter, tant mieux. Donc voilà, c'est important pour vous, si c'est votre premier mandat, de vraiment pas lésiner sur ce budget-là.
Et c'est vrai que pour négocier, il faut avoir des arguments. Et c'est vrai que une analyse détaillée de la situation économique de l'entreprise peut vous permettre d'avoir les arguments pour montrer effectivement qu'il y a des marges de manœuvre dans l'entreprise malgré tout, bon, sauf celles qui sont, mais qu'il y a des marges de manœuvre généralement dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont par exemple sous LBO, enfin, et donc de pouvoir avoir des leviers. C'est toujours une négociation pour avoir des arguments, donc de pouvoir vous donner les leviers pour pouvoir négocier, notamment ce budget ASC. Et une autre partie du sondage, c'était sur le niveau d'information. Donc, il y avait un tiers des participants qui pensent ne pas avoir eu assez d'informations sur les deux budgets. Donc, bah, là, on espère que le webinaire aura répondu à pas mal de vos questions. Il y a une toute dernière question de Raphaël qui demande si du coup le fait de prendre comme référence les budgets précédents liés aux œuvres sociales de l'employeur, est-ce que ça veut dire derrière que le CSE a pour obligation de reprendre en charge les actions qui ont été menées? Par exemple, s'il y a eu une fête de fin d'année l'année précédente, est-ce que cela signifie que le CSE a pour obligation derrière de s'occuper à nouveau de cette fête de fin? Non, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'obligation légale de je dois reprendre la fête de fin d'année. Par contre, c'est au niveau du budget, c'est le montant en fait. Ça me permet d'avoir le montant. J'allais dire, ça permet d'avoir un chiffre fixé. Après, vous êtes libre dans les choix que vous allez faire de vos actions que vous allez mener. Si vous n'avez pas envie de faire cette fête, quel exemple, il n'y a pas d'obligation de reprendre les thèmes qui ont été choisis. C'est pour fixer le montant en fait. Après, vous restez autonome. Oui, tout à fait. Parfait. Bah, du coup, Chantal, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Non. C'est vrai qu'effectivement, après, une fois que le CSE est constitué, que l'employeur aura abondé sur ses ASC, c'est vrai que il pourra légitimement dire que c'est plus à lui de prendre en charge la fête de fin d'année. Mais effectivement, après, le CSE est libre de mener les actions qu'il entend mener. Parfait. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous en poser après le webinaire s'il y en a d'autres qui vous viennent. Et encore une fois, de partager le lien du webinaire à vos collègues élus CSE. Ils peuvent le revoir en replay quand ils le souhaitent. Donc, je vais en profiter pour remercier Chantal et Charlotte de leur intervention. Je trouve que c'était très clair. Ça donne une vision très précise de ce que sont les deux budgets. J'espère que ça aura eu le même effet sur toute l'audience. Donc, encore une fois, le webinaire est accessible en replay. Nous, côté Lito, il y a d'autres webinaires qui vont venir sur d'autres sujets liés au CSE. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet pour suivre ces différents webinaires. Il y a plusieurs sur l'aspect produit, on a plusieurs nouveautés qui vont arriver, notamment un compte en banque dédié CSE qui arrivera dans les prochains mois. Donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site pour avoir plus d'informations. Chantal et Charlotte, je vous laisse le mot de la fin. Donc à vous les micros. Oui, merci beaucoup de nous avoir donné la possibilité d'échanger, de participer à ce webinaire. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Enfin, voilà. Donc, et puis on est disponible éventuellement si vous avez des questions par la suite de vos auditeurs. Il n'y a aucun souci. En fait, on sera ravis enfin, moi, je serais ravie d'y répondre sur le volet comptabilité, gestion. Ben, je partage. Merci à vous tous. Et puis, j'espère qu'on a apporté du coup notre expérience. Et voilà, à votre disposition, n'hésitez pas pour les questions parce que faut voir le droit et le légal comme un levier pour vous permettre d'utiliser au mieux vos deux budgets. Et voilà, soyez en tout cas, j'allais dire, proactifs sur ce sujet-là qui est important pour les salariés. Parfait, merci Charlotte, merci Chantal. On transmettra vos contacts à tous les participants s'ils ont besoin. Merci à vous tous. Très bonne fin de journée et à bientôt. Merci, à bientôt, oui. Au revoir.